Pour arriver à vendre en interne votre projet de transformation de la documentation et de la formation, vous avez besoin de convaincre votre management à différents niveaux de hiérarchie. Et dans la tête de votre management, tant que vous passez les inspections, le système documentaire n'a pas évolué, n'a pas changé. Donc le seul repère que vos managers ont, c'est cette histoire d'inspection. Or, il se trouve que dans la réalité, votre système documentaire arrive à bout de souffle, il est complètement inefficace, il se complexifie de plus en plus, votre système de formation ne remplit pas son rôle que de former correctement les opérateurs, qui au final comprennent pas vraiment leur poste et font des déviations malgré tous les efforts que vous faites. Et donc, vous êtes un peu en situation de blocage, parce que vous avez un peu un dialogue de sourds avec votre management. Vous leur parlez d'efficacité de la formation, vous leur parlez de risques à venir peut-être en inspection, et eux de leur point de vue disent tant que les inspections passent, tout passe quoi. Et donc c'est un peu comme un volcan qui est prêt à exploser. Et donc il vous faut trouver un outil de dialogue, il faut trouver les arguments pour convaincre vos managers. Le souci que vous avez, c'est qu'aujourd'hui vous n'avez pas ces outils-là. Et donc vous n'avez pas forcément la force de conviction nécessaire vis-à-vis de votre management, vous n'avez pas tous les arguments. Alors ici, on va voir ensemble les arguments dont vous avez besoin grâce à ce diagramme coût-efficacité du système documentaire, en sachant qu'aujourd'hui, vous êtes dans la zone à risque, ici, avec une efficacité faible et un coût complet élevé, et que l'objet ensuite des projets que vous allez faire, c'est de vous emmener dans une zone à coût faible, efficacité élevée, avec un système documentaire qui soit simple, engageant, fait pour les utilisateurs, qui donne du sens, qui intègre les problématiques de certification et qui soit pertinent avec un coût raisonnable, et donc qui montre un retour sur investissement d'un éventuel projet de simplification. Donc la problématique, c'est vraiment de convaincre votre management, donner des repères sur ce chemin, ici, qui est un autre chemin que simplifier le documentaire signifie réduire le nombre de documents, ou un autre chemin qui dit que tant que les inspections se passent bien, tout se passe bien. Voilà. Donc on va aller voir ensemble les outils qui vous permettent de calculer le coût complet de votre système, et les outils qui vous permettent d'évaluer l'efficacité de votre système. Et donc ça se compose de trois éléments, cette évaluation. Le coût, c'est un fichier Excel qui va prendre plusieurs onglets avec le coût de la documentation, le coût de la formation, le coût du knowledge management. Et puis sur l'efficacité, on a l'efficacité de la formation et l'efficacité de la documentation. Alors, ces outils sont à télécharger sur une adresse qui se trouvera sous la vidéo. Allez voir dans la description, et ensuite il vous suffit de suivre les templates considérés, et après de reprendre un peu ce graphique et de vous positionner dessus. Voilà, on y va. Alors on va aller voir tout de suite le premier outil, qui est l'outil d'évaluation des coûts. Alors voilà, non pas le TED, voilà, calcul de coût du système documentaire. Alors, ce document se compose de 5 onglets, un onglet paramètres, très important, les coûts du système documentaire, les coûts de training, les coûts de knowledge management et la synthèse des coûts. Alors les paramètres que vous devez renseigner, il vous faut, d'une manière générale dans ce document, il vous faut aller chercher des infos un petit peu partout, auprès d'autres personnes dans l'entreprise. Première chose, le coût total moyen annuel des personnels. Donc vous avez le coût moyen d'un cadre, le coût moyen d'un technicien, c'est le coût complet chargé. Ensuite vous avez le nombre moyen d'heures travaillées, vous avez la répartition ici du personnel entre cadre et technicien, vous avez le nombre de personnes sur site, qu'on aurait pu mettre d'ailleurs en calcul, ça vous donne, ici on est sur un site de 1000 personnes, le nombre moyen d'heures travaillées à l'année, et ça vous donne donc un taux horaire. Ensuite, ce qui est important, c'est de regarder le nombre de documents en portefeuille et l'évolution de ce portefeuille. Donc normalement, l'assurance qualité est capable de vous donner ce nombre de documents. Il suffit de faire une requête dans le système de gestion électronique de documents pour connaître le nombre de documents. Donc on parle de documents
procédure, instruction de travail. Hein. On ne parle pas des documents de type protocole de validation, rapport de validation, mémo, etc. On parle bien des documents qui servent d'instruction de travail ou de procédure. Ensuite, ce portefeuille, si vous savez l'analyser de la manière suivante, donc les documents qui impactent un faible nombre de personnes, donc localisés dans un service, à l'intérieur même d'un service, dans une zone très considérée, ici des documents impactant un seul service par exemple, et puis des documents impactant plusieurs services. On aurait pu le mettre comme ça. À vous de répartir la quantité de documents avec ces fractions. Donc ça, il faut aller interviewer les gens, regarder comment est fait le système documentaire, pour se doter de ces fractions. Ensuite, très important, vous avez le nombre de créations de documents. Donc là, normalement, l'assurance qualité est capable de vous dire combien de documents ont été créés sur les 2 ou 3 dernières années pour avoir une moyenne. Et puis très important ici, vous avez le nombre de modifications documentaires apportées sur ce portefeuille. Ici, donc si on a 3000 modifications de documents sur 2500, c'est-à-dire que ça nous fera une durée de vie de 0,8 ans. Voilà, l'assurance qualité doit être capable de vous donner aussi ce chiffre-là. Et donc à vous de répartir aussi ce nombre de modifications par type de document. Donc ici, par défaut, répartissez de la même manière que le nombre de documents ici, quoi. Mais vous pourriez avoir quelque chose de différent. Alors ensuite, cette fraction de répartition, eh bien, il faut la répartir en disant voilà, qu'est-ce qui est modification mineure importante ou très importante. Ça c'est à vous de voir, avec les personnes qui maintiennent le système documentaire pour avoir cette quantité là, parce qu'en fait les coûts associés à ces modifications mineures importantes ou très importantes seront différents. On le verra dans l'onglet coûts. Ensuite, on voit ici que en calcul avec les données qu'on a ici de durée de vie, etc., eh bien, ça nous donne de modifications, pardon, en combinant ça avec ça, ou en combinant ça avec ça, eh bien, ça nous donne en fait une durée de vie par type de document et par an. En moyenne, on est à 1,2 ans en moyenne. Là, les données que j'ai mis ici sont des données fictives. Elles auraient pu être sur un site, mais elles sont fictives. Quand vous êtes à 0,8 ans par document, c'est très très court et c'est une durée de vie vraiment très faible. Mais c'est une durée de vie qu'on trouve couramment sur des instructions de travail. Donc voilà, calculer ce premier indicateur, ça donne déjà un élément. Ensuite, sur la partie création, on a le nombre de créations de modifications par an, donc ça c'est l'activité documentaire. Il est intéressant de qualifier la quantité de ces modifications qui donnent lieu à training formel, que ce training soit un training en salle ou que ce soit un training en e-learning. On ne va pas considérer ici le read and understood ou la lecture seule comme étant un training, parce que le coût associé à ça, il est pas forcément élevé. Par contre, dès qu'on commence à faire du training présentiel ou du e-learning, ça va coûter cher. Donc ensuite, ces éléments ici nous permettront de donner des coûts. Et on a alors quelque chose qu'on aurait pu mettre plus en amont. Non, pardon, c'est bien ici. On a ensuite donc la modification des trainings. Si on modifie les documents, on doit modifier les trainings qui vont avec. Donc à vous de mettre aussi la proportion de modification de kit de training que vous avez à faire à chaque fois que vous modifiez des trainings, des procédures. Okay, vous avez ici l'opportunité de rajouter des projets de knowledge management, nombre de projets green belt, nombre de projets black belt, nombre de projets de consolidation d'informations, analyse de procédés, etc. Voilà, c'est des choses que vous pouvez mettre ici. Il y aura des coûts associés. Ici dans la simulation, je ne les ai pas mises. Toujours dans les paramètres, vous avez ici le nombre de personnes qui ont accès à la GED, parce qu'on va aller chercher à calculer les coûts techniques. Voilà. Alors, sur les coûts documentaires, passons tout de suite à ce point-là.
Ici, dans tout ce document, vous avez le processus qui a été décortiqué, et donc c'est à vous d'aller analyser avec les gens en charge de la création de documents votre processus, le nombre de réunions nécessaires, la durée moyenne des réunions, le nombre de participants par réunion. Voilà, donc là on a mis des paramètres, mais c'est à vous d'aller identifier comment cela fonctionne, et aussi la répartition de temps cadre, la répartition du temps technicien, par type de document. Voilà. Ensuite, sur la modification documentaire, ça c'est à vous de l'évaluer. On a mis ces paramètres-là parce que ils font du sens. On a mis ces paramètres-là en disant, ben voilà, si c'est une modification légère, ça prend 30% du coût, si c'est une modification importante, ça prend 60%, si c'est une modification très importante, ça revient à quasiment recréer le document. Donc on est sur une modif qui coûte 90% du coût de la création d'un document. Donc ça c'est vraiment en rapport au coût, à l'effort de création d'un document. Comment on qualifie l'effort de modif. Donc ces efforts-là vous donnent des coûts par maintenance documentaire. Puis ensuite vous avez la distribution des documents. Donc là en fonction de si vous êtes en distribution papier, distribution électronique, à vous d'aller rechercher la quantité de personnes qui travaillent à cette distribution des documents et le temps que ça prend, et ensuite vous ramenez ce temps au nombre total de documents pour avoir un temps par document, quoi. Ensuite vous avez ici les coûts informatiques, donc avec les licences de GED et aussi le coût des infrastructures de GED. Donc ça, normalement l'IT est capable de vous donner ces éléments là assez facilement. Enfin, le coût qui est absolument à garder, c'est le coût d'usage documentaire. Parce que la documentation, si elle est produite, c'est pour qu'elle soit consultée, donc on est obligé de considérer ce coût d'usage dans le calcul de coût, parce que entre un système documentaire qui m'amène de l'information en un claquement de doigts et un système documentaire auquel je suis obligé de passer 3 heures par semaine pour retrouver des informations dont j'ai besoin, on voit que le coût d'usage n'est pas le même. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte pour sensibiliser aussi votre management. Donc là, voilà, à vous de mettre les infos qui sont en jaune ici pour avoir votre coût d'usage. Voilà. Alors on va déjà aller voir ce que ça donne dans la synthèse des coûts du système documentaire. Donc ici dans l'onglet synthèse, on voit qu'en synthèse on récupère le nombre de documents, la durée de vie, très important la durée de vie, la création, le coût de création, le coût de modification, le coût de distribution, le coût informatique, le coût d'usage. Et donc derrière tout ça, on a tous les leviers de réduction du coût du système documentaire. Soit on réduit le nombre de documents en portefeuille, soit on augmente la durée de vie en les rendant plus stables, soit on limite la création de documents, soit, très important, vous voyez en proportion, si on a des documents qui ont un meilleur taux d'efficacité documentaire avec un meilleur taux de couverture critique, et bien en fait les documents devraient être plus stables, donc ce coût de modification va baisser. Donc on voit bien que ce n'est pas un problème de nombre de documents, c'est un problème de modification et de documents qui sont instables. Le coût de distribution, vous pouvez l'optimiser avec de la distribution digitale. Le coût informatique, ça c'est les outils. Autant rajouter, ça c'est plutôt un coût que moi j'aurais tendance à dire, il faut augmenter. Il faut donner plus de moyens sur le digital aujourd'hui. Il faut même doubler ces coûts-là avec des outils qui fonctionnent, plutôt que d'avoir des coûts de modification importants ou des coûts d'usage qui sont importants. Voilà. Si on fait un tout petit peu de simulation, si on change les paramètres ici, qu'on dit qu'on n'a plus 3000, mais on n'a plus que 1200 modifications par an. On dit aussi que le temps passé n'est plus le même, mais en fait on arrive à diviser le temps passé par 2 pour la majeure partie des gens, à retrouver l'information dans le système documentaire, et qu'en plus on a une meilleure maîtrise des documents et donc on doit en créer un peu moins. Par exemple, eh bien, l'impact sur le coût, voilà, il a déjà été là presque divisé par 2 ici avec les modifications que j'ai faites. Donc vous voyez les leviers, et ça vous permet en fait de justifier un certain nombre d'actions auprès de votre management, notamment des actions d'augmentation des coûts informatiques, mais de réduction des coûts d'usage ou des coûts de création. Voilà, donc là c'est à vous d'être astucieux dans la manière dont vous présentez les choses à votre management.
On voit ici au passage qu'il y a un indicateur important qui est le coût par an et par document. Ça, c'est pour sensibiliser les personnes à limiter la création de documents inutiles et vraiment à réfléchir plutôt à comment on complète les documents existants plutôt qu'en recréer. Sachant que voilà, si on a un coût à 3 000 € par an et par document, il suffit de créer 20 documents pour faire l'équivalent d'un équivalent temps plein, quoi. Hein, donc ça c'est vraiment un montant très important. Ensuite passons dans les coûts de training. Alors les coûts de training, comme on le disait, on est basé sur ici on est basé sur le système documentaire et avec comme paramètre le fait de savoir combien de créations ou modifications documentaires donnent lieu à des trainings formels. Alors on va regarder sur les trainings. Vous avez d'abord la création de training en interne. Ça c'est pour tout ce qui est nouveaux documents. Donc de nouveau vous allez regarder le coût du processus de création avec le nombre de réunions de revue, nombre de réunions de création, nombre de réunions d'approbation, les durées d'approbation. Mettez les hypothèses ici en interviewant les gens. Mettez la répartition cadre technicien ici en fonction de votre entreprise, de comment vous travaillez. Et donc ça vous donne un nombre d'heures de création et un coût de création de package de formation chaque fois que vous créez un nouveau document. Donc si on dit que un nouveau document sur deux fait l'objet d'un training formel, ça veut dire qu'il faut créer le package, et donc en fonction du type de document que vous créez, ça va vous coûter ça. Ensuite vous avez la modification des trainings internes en fonction des modifications documentaires. Donc si chaque fois que vous modifiez un document, enfin une fois sur deux que vous modifiez un document, faut modifier aussi le training package qui va avec. Donc ici, pareil, qu'est-ce que c'est qu'une modification légère, importante, très importante? Vous pouvez ramener ça aussi. On ne l'a pas lié automatiquement à ces notions-là, parce qu'en fait, vos documents peuvent varier sans pour autant que vous remettiez tout le temps à jour dans les mêmes proportions vos documents de training ici. Donc vous pouvez par exemple renforcer la partie modification légère, même si vos documents sont faits sont modifiés dans des proportions différentes. Voilà. Ensuite, le training, il y a la délivrance du training. Alors ici, on a différencié deux choses. On s'est intéressé seulement au coût de délivrance du présentiel, parce que le e-learning, en fait, on va considérer qu'ils sont suffisamment bien faits, ils ont été créés ici ou modifiés, donc on a le coût de création, mais le coût de prise en connaissance, si c'est quelque chose qui dure 5 ou 10 minutes, ça devient compliqué que de calculer ces coûts-là, mais bon, c'est une évolution à faire dans le tableau. On a pris en compte que les coûts de présentiel. Donc par exemple ici, ça veut dire que 20% des personnes qui sont concernées par le training suivent le training en présentiel. Vous pourriez avoir ici 100% par exemple. 100% des personnes qui sont censées être formées le sont en présentiel. Donc ça, c'est à vous d'aller voir votre département formation, d'aller voir les auteurs aussi de documentation pour voir un peu comment ils organisent la stratégie de formation qui va avec. Ensuite, vous avez tout le descriptif en fait des modalités de développement des formations présentielles et de réalisation de ces formations présentielles pour arriver à un calcul de coût de ces sessions. Enfin, vous avez le coût du LMS, ici, 10 € par an, à voir avec l'IT, et puis avec votre département formation, vous avez le budget de formateur externe ici, on a mis 50 000 €, vous mettez le chiffre qui est réel sur votre site. Voilà, et donc vous avez ici une très bonne synthèse du coût du training, donc on voit training, on voit le coût de création des packages, le coût de modification des packages, et on voit que ce qui coûte le plus, c'est la délivrance des trainings, c'est le fait de réaliser ces trainings en fait, et les autres coûts de training ici. Donc comme j'ai ici tout à l'heure agi sur l'optimisation du système documentaire, on a déjà d'emblée une optimisation du training, et donc on se retrouve avec 9 et 4, 13% de la masse salariale qui est induit par doc et training. Maintenant, si je reviens aux data que j'avais tout à l'heure au début, voilà, donc je reviens à mes data, voilà,
on voit que dans ma synthèse de coût, il y a un effet levier en fait, directement, parce qu'au lieu d'être à 9 et 4, je suis à 16 et 10. Donc on est là dans une situation clairement non optimisée, où mon coût du système documentaire coûte 26% de ma masse salariale. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très important à regarder, parce qu'il y a vraiment un effet ciseau en fait, enfin un effet cascade entre la partie training et la partie documentaire. Ensuite, vous pouvez rajouter des coûts de knowledge management, je ne vais pas le détailler ici. À vous de trouver votre moyen d'estimer cette partie-là. Vous avez l'onglet ici. Voilà, vous ne le regardez pas vous-même. Voilà, donc là, on a vraiment le moyen d'analyser le coût du système documentaire, et donc c'est pas usurpé quand on vous dit que ce coût varie entre 20 et 25% de la masse salariale. C'est des choses qu'on trouve couramment. Et l'enjeu, c'est d'arriver à réduire ce coût autour de 10%, 10-12%. Et donc si on revient ici, ici, un coût complet élevé, c'est ici on va dire que le point 0 ici est autour de 15%, on va dire. Et donc si vous êtes au-dessus de 15%, vous êtes ici. Ici, le coût complet le plus élevé qu'on ait trouvé, c'est de l'ordre de 30%. Donc 15 à 30%, vous êtes là. Et en dessous de 15%, on va dire entre 8 et 15%, vous êtes ici. Maintenant, regardons comment faire l'efficacité documentaire, comment évaluer ça. Donc on va se placer maintenant sur cet axe-là. L'efficacité documentaire, calcul du TED. Donc vous allez vous focaliser sur une activité, donc vraiment comme par exemple changer les filtres de stérilité, ou comme par exemple comment nettoyer une cuve, ou comment faire la maintenance de telle partie d'un équipement. Et donc, vous allez commencer par créer le flowchart de l'activité, identifier les étapes du flowchart, puis toutes les activités dans le flowchart. Et ensuite, pour chaque activité, vous allez interviewer un opérateur qui va vous décrire tout le geste. Par exemple, comment il fait pour connecter la cuve. Eh bien, d'abord, il l'amène, puis après, il vérifie que le connecteur n'est pas abîmé, il vérifie que les pressions sont bonnes, ensuite, il vient connecter, puis après, il fait encore une autre vérification. Voilà, donc c'est ça les gestes que vous devez décrire. Ensuite, sur cette activité, vous allez regarder tous les documents qui parlent de cette activité. Et vous allez les lister ici, et vous allez ici mentionner avec des 0, 1, 2, enfin case vide 1, 2, comment ce document décrit cette activité. Sachant que 0, c'est non décrit, 1, c'est décrit mais c'est pas compréhensible, le verbiage est incomplet, ou c'est un jargon qu'un opérateur ne peut pas comprendre. Et puis 2, c'est on peut tout comprendre, c'est facile, et c'est voilà, c'est non ambigu, on peut y aller. Et donc au bilan, quand vous aurez renseigné en fait tous ces gestes ici, que vous devrez ajuster, là j'ai mis 3 petits points à chaque fois, donc si jamais ça s'arrête ici, eh bien vous enlevez les derniers petits points ici, comme ça enlève ici, vous enlevez les chiffres qui sont là. Voilà, donc là il faut adapter le template à votre cas, mais vous voyez qu'au final on a un taux de couverture critique très important. Ce taux de couverture critique, c'est finalement sous l'angle de l'opérateur, comment est-ce que votre système décrit ce dont il a besoin. Et là on voit que le système documentaire ne décrit que 50% de ce que l'opérateur a besoin. C'est un chiffre qu'on a calculé plusieurs fois. On oscille ici dans le taux de couverture critique entre le pire des cas, c'est autour de 40%, le meilleur des cas plutôt 85-90%. Voilà, donc ça c'est vraiment à vous d'aller regarder déjà ce que font les opérateurs, comment votre système le décrit, et c'est à vous d'évaluer cette notion de qualité de description en fait. Il n'y a pas de règle à proprement parler là-dessus, c'est vraiment quelque chose que vous devez aller regarder avec objectivité. Donc là, on a calculé le taux de couverture critique. Deuxième chose qu'on va calculer, c'est la perception de la part des opérateurs de la perception de comment ils peuvent accéder en fait à cette documentation. Donc c'est ce qu'on appelle le taux d'accessibilité, qui est calculé ici dans une version soft. En fait, on a une version beaucoup plus une deuxième version beaucoup plus difficile qui vient beaucoup plus pénaliser le système documentaire. Donc ici c'est une version qui pénalise pas trop. Et donc comment on fait? Il faut déjà savoir si l'opérateur sait accéder au système documentaire, s'il sait dans quel document trouver l'info, ou s'il sait
comment trouver l'info dans le document. Donc vous voyez, on vient en profondeur ici chercher l'info dont j'ai besoin quand je suis opérateur. Et donc ici, vous avez une grille d'évaluation. Allez interviewer plusieurs opérateurs qui font l'activité qui a été décrite ici, et allez leur poser ces questions. Vous allez chercher leur perception, et du coup, ça va vous permettre de faire cette cotation. Ici, les taux d'accessibilité, les pires qu'on ait pu mesurer, c'est autour de 20 à 30%. Et là, voilà, 80% d'accessibilité, c'est un bon taux, quoi, hein. Là, il y a une chouette perception du système documentaire qui est simple à utiliser, ici dans ce cas présent. Ensuite, le troisième taux que vous devez identifier, c'est le taux de validité. Donc là, pour ça, vous reprenez les documents qui ont été identifiés dans votre calcul. Les documents, je précise, ce que vous devez récupérer, c'est les documents de procédure, d'instruction de travail, mais aussi les kits de formation, voilà, tout ce qui vient décrire de l'activité. S'il y a des documents pirates, il faut les prendre aussi. Et là, donc, vous allez regarder la notion d'expiration du document et la notion de taux d'erreur que vous pouvez avoir dans les documents. Okay, donc là, pareil, vous allez regarder sur l'ensemble de ces documents. Vous allez avoir un taux de validité qui va sortir. Un taux de validité correct est de l'ordre de 80-90%. Les pires taux de validité qu'on ait vus, c'est de l'ordre de 60%. Okay, et donc ensuite on arrive avec un calcul de taux d'efficacité documentaire qui est ici, taux de couverture critique, taux d'accessibilité, taux de validité, et donc à vous d'en tirer les conclusions. Ici dans la configuration présente, on est dans un système qui ne décrit pas suffisamment bien son contenu, donc clairement on a un problème ici d'architecture documentaire et de description. L'accessibilité est plutôt bonne, donc à voir si on peut toujours l'améliorer, mais c'est pas là qu'on va mettre les efforts. Et le taux de valide, bah voilà, aussi sur ce qu'on a mesuré, il est bon dans le cas présent. Il n'empêche qu'on a quand même un taux d'efficacité documentaire de l'ordre de 30%, ce qui reste dans la moyenne. Un bon taux d'efficacité documentaire se situe entre 50 et 70%. Voilà, ça vous donne un peu une idée de comment faire, enfin, quoi dire vis-à-vis de ça. Et surtout, ça vous donne un outil de diagnostic pour orienter vos recommandations vis-à-vis de votre management pour améliorer le système. Et évidemment, quand vous allez améliorer le taux de couverture critique, vous allez refondre complètement la pyramide documentaire, vous allez refondre les contenus, vous allez avoir des documents plus stables, il y aura moins de maintenance dessus, et donc du coup ça va avoir un impact direct sur le coût de votre système. Voilà, donc c'est ça que vous devez expliquer à votre management. Ensuite, passons au troisième élément de diagnostic, très important, qui est le taux d'efficacité documentaire. Alors le taux d'efficacité documentaire, lui, va s'analyser en partant des matrices des opérateurs. Donc ici, dans ce tableau, vous pouvez faire un tableau par opérateur que vous analysez. Donc vous prenez l'opérateur qui fait l'activité que vous avez décrit dans le taux d'efficacité documentaire, et vous allez extraire de sa matrice de formation toutes les lignes que vous allez mettre ici, et puis vous allez mettre la date de formation. Il y a une petite erreur dans le tableau ici, c'est une date qu'il faudrait mettre et pas ça, donc ça on le corrigera. La date de formation ou du dernier refresh, le sujet de la formation, est-ce que c'était un learning, une SOP, wiki, mais sinon vous pouvez mettre en texte le sujet qui est voilà, qui est un peu plus précis que ça si vous le souhaitez, mais voilà, ça donne des informations sur à quoi la personne a été formée. L'approche pédagogique, donc ça c'est très important, l'approche pédagogique, vous avez ici une liste des approches pédagogiques avec les cotations d'efficacité que nous on a mises. Donc vous pouvez challenger ça, vous pouvez discuter. Donc wiki c'est instruction de travail, hein, tuto, tout ce qu'on veut, c'est l'apprentissage terrain, on va dire. On a du pourquoi, du quoi, du comment, pour faire simple, du pourquoi, du qui fait quoi ou du comment, et à vous de voir si ces facteurs d'efficacité vous paraissent les bons. Vous pouvez les challenger, les changer, c'est votre règle de calcul. Mais
Donc ici, vous quantifiez bien pour chaque formation dans la matrice l'approche pédagogique concernée, et le taux ira se rechercher tout seul. Formation nécessaire pour une activité au poste, formation nécessaire pour une nouvelle activité au poste. Donc ça, c'était pour identifier en fait le taux pour un nouvel arrivant, qu'est-ce que ça peut donner quand on est dans le cadre d'un nouvel arrivant. Formation nécessaire dans son poste actuel, alors ça c'est pour identifier si la personne en fait n'a pas des formations en trop dans sa matrice, est-ce que sa matrice est adaptée, est-ce qu'en fait il n'est pas en train de maintenir des certifications qui lui servent à rien dans son poste actuel, parce qu'en fait voilà, c'est bien de vouloir développer les gens, mais si on les développe sur des trucs qui leur servent à rien dans leur poste actuel, ça ne sert pas à grand chose, ça ne fait que coûter pour rien. Ensuite, il y a la notion de formation avec renouvellement obligatoire. Ça, c'est pour vérifier aussi du dernier renouvellement. Ça va servir à calculer le taux de synchronicité ici. Voilà, donc on a ces éléments-là qui sont très, très importants à collecter. C'est pas facile, on n'arrive pas toujours à les collecter, et donc ensuite l'ordinateur après va calculer ces trois notions de taux d'adéquation. Donc le taux d'adéquation, c'est est-ce que tout ce qu'il y a dans la matrice de la personne sert à ce que la personne a besoin dans son poste, hein, parce que je peux avoir des trucs dans ma matrice qui ne me servent à rien. Donc si j'ai trop de trucs qui servent à rien, ça va pénaliser le taux d'adéquation. Le taux de synchronicité, c'est est-ce que je suis formé au bon moment par rapport à ma prise de poste. Donc ça, l'ordinateur va calculer ça aussi. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ces dates, en fait, les dates de formation et la date de dernier renouvellement. Et puis le taux d'efficacité pédagogique, c'est la concaténation, la moyenne en fait de tous ces taux qui sont ici. Alors la dernière fois qu'on a voulu calculer ce point-là, on a réussi à calculer le taux d'adéquation de l'ordre de 30 à 40%. Donc c'est-à-dire qu'il y a 60% de ce qu'il y avait dans la matrice des gens qui ne sert à rien. Et le taux de synchronicité, on n'a pas été capable de le calculer parce que pour retrouver l'historique des formations, il aurait fallu faire des extracts assez complexes à faire depuis l'outil de formation, donc on n'avait pas forcément ces éléments-là. Et puis le taux d'efficacité pédagogique, il était de l'ordre de 20 à 30% aussi, peut-être un peu plus, 50% peut-être. Voilà, mais quand on fait 30% de 50%, ça fait un taux d'efficacité de la formation de l'ordre de 25%, et encore il manque le taux de synchronicité qui lui était certainement aussi inférieur à 50%, donc ça nous amène à un taux d'efficacité de la formation de l'ordre de 10 à 15%, ce qui est faible en fait, hein. Et quand on voit l'argent que l'on met dedans, c'est catastrophique quoi. Donc l'enjeu ici en termes de recommandations, pour augmenter le taux d'adéquation, il faut créer vraiment des curricula qui se rapprochent le plus proche possible des activités au poste, et seulement ça. Donc en fait, vraiment, non pas créer de la formation liée au document, mais créer de la formation liée au poste, au curricula. Donc on dissocie la notion de formation de la notion de documentation dans son exécution, pas dans son contenu. Ensuite, le taux de synchronicité, il faut augmenter l'agilité du système de formation en passant sur du micro-learning, du learning digital, pour que les gens puissent se former plus vite tout seul, et qu'on soit moins dépendant des formateurs. Mais il faut aussi du coup rajouter des refreshs pour lutter contre la courbe de l'oubli. Et le taux d'efficacité pédagogique, vous verrez ici les cotations qu'on a mises, mais clairement des kits blended en vidéo avec une session ludopédagogique courte, et tout ça fait avec refresh régulier, c'est pour nous la meilleure manière d'apprendre des aspects learning. Sur la partie SOP, qui fait quoi ? Une vidéo qui explique la SOP, et puis des jeux de rôle, des use cases qui mettent en scène les personnes tout au long du processus, donc pour leur expliquer qui fait quoi et que chacun comprenne son rôle, c'est ce qui nous paraît le plus efficace. Et pour ce qui est le tuto, le plus efficace, c'est la lecture d'une instruction vidéo telle qu'on les préconise avec les tutos qui fusionnent le contenu texte avec la vidéo. Et il faut un vrai mentoring derrière, un vrai accompagnement terrain qui se réfère à l'instruction vidéo qui est distribuée sur les tablettes sur le terrain. Donc voilà, ici ce sont les meilleurs facteurs d'efficacité de formation que l'on puisse imaginer. Donc là, vous calculez ça, et au final,
Vous avez une combinaison taux d'efficacité documentaire, taux d'efficacité de la formation. Vous pouvez prendre la moyenne des deux si vous voulez, ou vous prenez ce que vous avez été capable de calculer. Donc en gros, ici, ça va être le point entre 40 et 50%. Ici, efficacité faible en dessous de 40%, efficacité élevée au-dessus de 40-50%, et là, vous allez jusqu'à 70%. Voilà, donc là, vous avez clairement en fait un outil assez pointu pour expliquer à votre management votre situation, où est-ce que vous devez aller, sachant que la plupart des labos pharma sont aujourd'hui dans une zone à risque ici. Évidemment, la zone qui ne sert à rien, c'est réduire le coût du système documentaire en supprimant les documents qu'on juge inutiles, mais sans se préoccuper de leur efficacité. Donc, en gros, là, cette zone morte, elle sert juste à rien. En fait, elle est encore plus à risque que la zone à risque ici. Et parce que des pratiques vont dériver si on supprime quand même des documents dont on a l'impression qu'ils ne servent à rien. Le vrai sujet, c'est de créer un projet ici qui nous fait passer par la zone de transit, donc qui ponctuellement va pas diminuer les coûts, mais va très vite en fait avoir un impact sur l'efficacité, et ensuite en stabilisant le système et en le rendant pertinent et en le rendant durable, et bien en fait le coût complet va baisser dans la durée, et vous êtes capable de calculer un ROI d'un projet de transformation. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo sur les outils. Je vous souhaite bonne chance et bon courage aussi pour pouvoir aller identifier en équipe tous ces éléments de diagnostic. Nous sommes à votre disposition pour bien évidemment challenger ça, affiner et surtout vous aider à construire la vision du projet qui vous permettra de passer par cette flèche-là. À très bientôt.